Et alors que la France se dote d'un nouveau Premier ministre en la personne de Gabriel Attal, une question: que vaut la nouvelle loi immigration à l'aune de la réalité du terrain? Pour Anne-Claire Defossé et Didier Fassin, ce texte est, disons-le, hors sol, déconnecté. Après 5 ans d'enquête à la frontière franco-italienne, au plus près des migrants, des bénévoles et des forces de l'ordre, il publie un livre qui a pour titre L'exil toujours recommencé, chronique de la frontière. C'est aux éditions du Seuil. Bonsoir Didier Fassin. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes anthropologue, médecin, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines, également directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Avec nous également Anne-Claire Defossé, bienvenue également. Bonsoir. Vous êtes sociologue, chercheuse à l'Institute for Advanced Study de Princeton. La première question est pour vous. Pourquoi avoir choisi, il y a beaucoup de routes migratoires, certaines plus dangereuses, plus meurtrières que d'autres pour celles et ceux qui quittent leur pays au péril de leur vie. Pourquoi avoir choisi le département des Hautes-Alpes, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et précisément cette frontière franco-italienne et Briançon? Alors c'est une frontière qui a une longue histoire de migration, d'ouverture et de fermeture. Aujourd'hui, on voit passer des personnes qui ont franchi d'autres frontières, des mers, d'autres montagnes, qui viennent d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et qui cherchent un refuge en Europe. Et certaines d'entre elles arrivent en France, soit qu'elles y ont des attaches, soit qu'elles veulent poursuivre leur route pour aller en Angleterre ou en Allemagne. Et cette frontière précisément est un des points de passage depuis l'Italie vers la France au travers des Alpes. L'autre étant plus au sud, dans la région de Vintimille, Menton. J'ai juste une question sur vous parlez du 19e siècle notamment. Pourquoi c'est important, selon vous, de faire cette comparaison, ce parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui dans cette région franco-italienne et cette route ancestrale, on va dire, de migration? En fait, il y a des parallèles à faire à la fois sur la question de la frontière, de sa fermeture et de son ouverture, mais également sur la question de la solidarité. Finalement, de tout temps, il y a eu des moments de solidarité et des moments où on a au contraire empêché les gens de passer. Et et des protagonistes qui d'un côté arrêtaient et d'autre côté aidaient. Il y avait un hospice, par exemple, au col de Montgenèvre, jusqu'à la fin du 19e siècle, qui accueillait indistinctement les personnes d'où qu'elles viennent, essentiellement à cette époque-là, évidemment, d'Europe. Et aujourd'hui, on a à nouveau des solidaires, comme c'est ainsi qu'ils s'appellent, et qui accueillent des personnes qui, cette fois, viennent de bien plus loin, chassées pour des raisons de guerre, de discrimination, de pauvreté, ou bien parfois tout cela à la fois. Didier Fassin, justement, racontez-nous d'où viennent les migrants. Vous n'avez pas rencontré que des migrants, d'autres protagonistes sont là, mais d'où viennent essentiellement les migrants que vous avez rencontrés? Alors nous les appelons plutôt des exilés, parce que justement il y a cette connotation parfois négative associée au terme migrant, et parce que on ne peut pas non plus les appeler des réfugiés dans la mesure où officiellement ils ne le sont pas encore, alors que exilé renvoie au fait d'être forcé de quitter son... contraint. Voilà. Et donc ils viennent pour une partie d'Afrique subsaharienne, pour une autre partie du Moyen-Orient, notamment d'Afghanistan et d'Iran, et certains également du Maghreb, bien qu'ils soient de plus en plus amenés à passer par la route des Balkans, donc à aller jusqu'en Turquie pour ensuite prendre la même route que ceux qui viennent du Moyen-Orient. Et beaucoup, comme le disait Anne-Claire, sont obligés de partir, parfois de manière extrêmement urgente, parce que la police ou l'armée les menace, ou les talibans dans le cas de l'Afghanistan, Boko Haram dans le cas du Nigeria. Donc il y a ces situations de très grande urgence, de risque mortel qui fait partir les personnes. Il arrive aussi que ce soit des conditions qui deviennent invivables à cause d'une pauvreté extrême. Et pourquoi se retrouve-t-il précisément à cet endroit, à Briançon? Alors justement, ce qui est important de rappeler, c'est que la très grande majorité d'entre eux partent dans les pays voisins ou dans d'autres régions du même pays. Les Camerounais, par exemple, il y a des centaines de milliers d'entre eux qui sont au Nigeria ou au Tchad, alors que ce sont simplement des centaines qui viennent en France. Donc seule une toute petite minorité vient de ceux qui ont besoin de partir, vient chez nous. Alors pourquoi viennent-ils en France? Eh bien, certains pour y rester,
notamment lorsqu'ils sont francophones, lorsqu'ils sont des héritiers aussi de l'histoire coloniale française, en Afrique de l'Ouest par exemple, une partie du Maghreb également, et puis d'autres, notamment ceux qui viennent du Moyen-Orient ou de pays anglophones africains, eh bien, vont plutôt aller soit vers l'Allemagne, soit vers la Grande-Bretagne, soit même plus au nord. Qu'est-ce que vous avez tenté de comprendre auprès des associations, auprès des migrants eux-mêmes et des forces de l'ordre ? On a essayé de comprendre comment ces différents protagonistes interagissaient, à la fois quelles étaient leurs actions, mais aussi quelles étaient les représentations qui sous-tendaient ces actions. Et dans un souci également d'équité, je dirais, de traitement entre les différents protagonistes de la frontière. Donc il était important pour nous de rencontrer non seulement les exilés et de redonner, je dirais, une humanité à ces personnes, allant un peu à l'encontre d'une massification où on a l'impression que c'est une masse informe. Non, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui ont une histoire et qui ont des aspirations. Rencontrer les solidaires qui leur viennent en aide et également les autres protagonistes, en particulier les forces de l'ordre qui ont pour mission de les arrêter à la frontière. Et donc, avoir ces trois points de vue, je dirais, sur la même réalité, pour nous, c'était important. Et c'est pas tout noir ou tout blanc si on prend les forces de l'ordre. Vous dites qu'il y a même quelque chose de, on va dire, d'ambivalent. Les policiers, les gendarmes, ils se retrouvent confrontés à des situations qui ne sont pas évidentes. Pourquoi c'est ambivalent ? Alors, il faut savoir que cette frontière était une frontière où, en gros, il ne passait plus grand monde à part les touristes, qui sont très très nombreux, mais qui passent sans même se rendre compte qu'il y a une frontière. Depuis les années 90 et l'adoption de la Convention de Schengen, les frontières intérieures de l'Europe ont disparu pour les Européens. Ouais. Donc vous passez d'un côté de la vallée à l'autre sans vous en rendre compte si vous êtes italien ou français. Beaucoup de postes frontières ont été démantelés, pas celui de Montgenèvre, mais l'activité était résiduelle. On contrôlait les trafics éventuellement, ce genre de choses. Et puis il a fallu à un moment donné se rendre compte que des exilés commençaient à passer. Et là, il y a eu une militarisation de la frontière et du coup un changement de travail aussi pour ces forces de l'ordre qui se sont retrouvées confrontées non pas à des terroristes ou des délinquants mais à des familles. Et certains sont bienveillants et d'autres font du zèle. Et certains sont bienveillants et certains font du zèle, exactement. Didier Fassin, on parlait de cette loi immigration qui a fait grand bruit en France. D'abord, j'ai presque envie de dire pourquoi une nouvelle loi immigration, la 30e en France en 40 ans? Vous avez raison de souligner le fait qu'on n'avait pas besoin de cette loi et qu'elle a été quelque chose sorti du chapeau à un moment donné, alors que ça n'était absolument pas une préoccupation des Français et même dans les sondages des Français d'extrême droite. Ouais. Quand vous dites pas besoin, pardon, juste une précision, c'est-à-dire qu'à l'aune de cette loi, enfin de ce que vous avez vu sur le terrain, il n'y a aucun élément dans cette loi qui peut permettre de répondre à des problématiques concrètes que vous avez vues, que ce soit pour les forces de l'ordre, les migrants eux-mêmes ou les associations? Absolument. En ce qui concerne les forces de l'ordre, elles sont tout à fait conscientes, et nous le disaient, des gendarmes, des policiers et même d'ailleurs des agents de la préfecture, nous disaient que leur travail, malgré cette militarisation, on est passé d'une 60aine de policiers à 250 policiers et militaires aujourd'hui. Et ils vous disent quoi, que ça résout rien? Et ils disent qu'effectivement, ça ne résout rien, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à empêcher les passages. C'est-à-dire, ils arrêtent des gens, ils les renvoient en Italie, ces gens vont recommencer. Combien de passages depuis 2017 en moyenne? Il y en a entre 3 et 4 000 par an, donc ce sont des chiffres qui sont déjà très faibles pour un pays comme la France. Et ce sont des gens dont il faut bien comprendre que les raisons qui les ont fait partir et les difficultés, les épreuves qu'ils ont rencontrées tout au long de leur trajet, pensons à ces gens qui traversent le Sahara, qui traversent ensuite la Méditerranée. Entre-temps, ils sont passés en Libye, ils ont été enfermés dans des geôles. Eh bien, ces personnes-là, elles vont continuer, elles ne vont pas s'arrêter à une frontière où on aurait mis des militaires. Même si les aides sont durcies notamment, même s'il faut plus de temps pour obtenir telle ou telle aide, c'est pas ça qui va empêcher les migrants de venir? C'est pas ça qui va les empêcher, encore une fois, en sachant que les exilés, on est sur des populations qui sont quand même relativement peu nombreuses et pour lesquelles l'argument qu'on entend tout le temps ressortir de
de l'attraction qui serait celle de la France est totalement infondée. Les chiffres le montrent. On est plutôt un pays qui est peu accueillant, qui est vu comme peu accueillant aussi au plan international. Donc on n'est pas soumis à un risque, à une pression comme on l'entend souvent. Et pourquoi vous la trouvez déconnectée hors sol, cette loi immigration ? Pour continuer sur ce sujet-là, les personnes que nous rencontrons, elles ne savent absolument pas quelles aides elles pourraient éventuellement demander. Ce n'est pas la raison. Les raisons qui poussent les gens à partir sont des raisons structurelles qui ont leur origine dans leur pays d'origine ou dans un contexte géopolitique, disons, qui n'est pas la France, ce n'est pas l'attraction de la France. Il peut y avoir un intérêt à venir en France, par exemple, je me souviens de jeunes d'Afrique subsaharienne qui portent des prénoms de présidents français. Donc il y a ce lien historique qui est lié à l'époque coloniale et post-coloniale, qui fait que la France continue d'être une référence pour certaines personnes, mais pour beaucoup d'autres, c'est simplement un lieu où peut-être ils pourront trouver une façon de vivre en paix pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et c'est pas telle aide ou telle autre qui aiderait. Hors sol, parce que toutes les études un peu sérieuses sur la question des migrations, des exilés, montrent qu'il n'y a aucune raison ni économique, ni démographique, ni sociologique qui justifie ce type de mesures. Bien au contraire. On se rend compte qu'on a besoin, on est un pays vieillissant, la diversité est un enrichissement en termes de compétences. Regardez ce que disent les présidents des universités et des grandes écoles, qui aujourd'hui déplorent tous unanimement le fait que l'on va mettre des barrières à l'arrivée d'étudiants étrangers. Est-ce que vous, avec notamment cette somme qu'ils vont devoir payer en amont, juste une question sur la question de la, entre guillemets, délinquance et l'insécurité. On sait que des groupes identitaires ont mené des actions dans cette région précise, ça a été beaucoup médiatisé. Est-ce que vous avez essayé de vérifier, chiffre à l'appui, auprès d'élus locaux, auprès de forces de l'ordre, de commissariats, si oui ou non il y avait une augmentation de la délinquance ? Alors quand vous interrogez le commandant de la police nationale de Briançon, il vous dit « mais moi j'ai aucun problème avec les exilés. Moi, mon problème, ce sont les quarts de touristes polonais et anglais qui viennent faire la fête chez nous, mais ce ne sont pas les exilés. Je ne les vois pas aucune incidence sur la délinquance locale, absolument pas. Et ce qui se voit à Briançon se voit partout ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de problème ? En partie, notamment parce qu'il y a cette action des solidaires qui accueillent les personnes quand elles ont traversé la frontière, qui les héberge, qui les soigne le cas échéant avant qu'elles ne reprennent la route. Donc il n'y a pas de présence non plus dans les rues, de présence massive comme ce que l'on peut par exemple voir à Paris ou ailleurs. Et en réalité ce qu'on constate... Ce qu'on appelait la jungle de Calais notamment. Ou la jungle de Calais. Et on se rend compte que quand l'accueil est bien organisé, quand il y a un véritable accueil, il n'y a aucun problème. Alors là, je m'adresse à l'anthropologue. En fait, on parlait des siècles passés. Quel est le point de crispation alors c'est qu'on a en fait la France bucolique et il y a une question, on parlait d'identitaire et ça entre en ligne de compte en fait. Je pense qu'il y a des problèmes réels d'insécurité mais qui ne sont pas l'insécurité liée à la délinquance et à la criminalité dans notre pays, qui diminue, mais des problèmes d'insécurité sociale, environnementale, et que donc la population française, les citoyens, ont des raisons d'être préoccupés de leur avenir et de l'avenir de leurs enfants, sauf que les réponses qui sont celles des gouvernements, par facilité, plutôt que de se focaliser sur ses besoins réels, économiques, pensons à la réforme des retraites, ou bien environnementaux, pensons aux condamnations successives de la France pour ne pas en faire assez dans ce domaine, eh bien, plutôt que d'agir sur ces problèmes de fond, eh bien, on désigne des boucs émissaires et évidemment, les boucs émissaires les plus faciles à trouver, ce sont les étrangers, ils ne sont pas de chez nous. Vous espérez un changement ou non avec Gabriel Attal, Premier ministre ? Je crois qu'on aura exactement... ce dossier de près. Non, on aura, je crois, exactement la même politique, puisque ce sera la politique du président de la République qui est celui qui a mis sur la table un sujet qui ne l'était pas au moment où il s'agissait de faire passer des lois qui avaient été extrêmement impopulaires. Et donc, revenir avec ce thème de l'immigration qui, encore une fois, n'est vraiment pas la préoccupation. En tout cas, le Conseil constitutionnel se penchera bientôt. Le 20 juin.
Janvier, effectivement, sur cette loi. Juste, il nous reste une petite minute. Est-ce qu'il y a une image, je m'adresse à vous, qui vous a marqué, des migrants, une famille que vous avez senti en détresse? Je prendrais plutôt une image plus positive. J'ai en tête ce petit garçon de 9 ans, iranien, qui n'a fait que très peu d'école puisqu'il était sur la route avec ses parents depuis déjà plusieurs années. Il a fait quelques mois en Grèce et qui a appris l'anglais tout seul sur YouTube. Et lorsque vous parlez avec lui, c'est incroyable. Il n'a aucun accent. Enfin, il a un magnifique accent anglais. Et c'est d'ailleurs lui qui servait de traducteur et d'interprète à ses parents. Une belle histoire. Merci beaucoup Anne-Claire Defossé. Merci Didier Fassin d'être venu nous parler donc de votre enquête. Et pour être précis, c'est le 25 janvier prochain, le Conseil constitutionnel. On verra si le texte est accepté ou non par les sages, comme on les appelle. Merci à tous les deux. Merci.